Bonjour fidèles téléspectateurs de la Hope Channel Télévision et bienvenue. Nous sommes ensemble pour 30 minutes dans l'émission Planète des Affaires qui vous vient chaque mardi de 15h30 à 16h juste. Vous êtes entrepreneur, vous êtes passionné de l'entrepreneuriat, vous souhaitez entreprendre ou bien vous êtes un jeune ambitieux. Cette émission est faite pour vous. Ici, nous parlons entrepreneuriat, rien que l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous aurons à recevoir une personnalité illustre de la ville de Goma en sa personne, monsieur docteur, professeur Dadi Saleh. Bonjour et bienvenue. Bonjour et c'est un plaisir. Ok. Nous allons parler de l'entrepreneuriat comme je l'ai dit tout au début. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous axer sur le passé de l'entrepreneuriat en RDC. Comme dit-on, il est mieux de se pencher sur le passé, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour mieux vivre le présent et anticiper le futur. Voilà, nous allons parler de ça aujourd'hui dans Plan des Affaires. Et avant tout, nous aimerions d'abord savoir qui est Dadi Saleh, qu'est-ce qui se cache derrière cette personnalité que tout le monde connaît à Goma. C'est quoi le background de Dadi Saleh? Merci beaucoup. C'est compliqué, mais je vais essayer de faire ça court. Okay. J'ai la chance d'être vraiment un enfant de Goma, où je suis né d'une famille nombreuse. Mon père Saleh Bin Saleh et ma mère Kambere Marinona, de la famille de Moulemberi. Donc j'ai plus vécu dans le sens où mes vacances c'est à Kaina, etc. Pourquoi ça serait important? Parce qu'effectivement, il y avait déjà de l'entrepreneuriat dès que j'étais là. Okay. Je pense que je suis parmi les premiers enfants de Don Bosco Ngangi et que j'ai appris très rapidement à vendre le pétrole, n'est-ce pas? Pétrolier, etc., des cacahuètes, tout ce qui pouvait se vendre, comme tous les enfants qui n'étaient pas très aisés, j'ai vendu. Oui. À vrai dire, c'était déjà de l'entrepreneuriat. Oui. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas appeler ça ainsi. Et je me rappelle qu'avec mon grand frère Tim Saleh Katembo, on avait créé un salon de coiffure à l'office qu'on avait appelé Ewabora. C'était toujours déjà de l'entrepreneuriat. Voilà. Et on a continué, ça peut être une petite boutique, etc., des petites histoires. Donc, dans mon passé, j'ai fait aussi de l'entrepreneuriat social où j'ai créé PGB, l'école de basketball avec Dario, où je suis toujours fondateur, ça va. Et j'ai créé Virunga NBA, je suis le fondateur, où c'est l'équipe championne maintenant de toute la République démocratique du Congo. C'est toujours de l'entrepreneuriat, parce qu'il ne faut pas penser que l'entrepreneuriat, ça prend seulement un aspect lucratif. Non, il y a aussi l'entrepreneuriat social. Je suis quand même aussi entrepreneur avec quelques petites entreprises par-ci par-là. On n'est pas très riche financièrement, mais au moins nous pensons que je suis quelqu'un qui a appris à entreprendre parce que ma mère entreprenait déjà énormément. Elle cultivait à Kaina, elle amenait les produits ici, elle faisait tout ce qui pouvait nous permettre de vivre un peu. Mon oncle Tchongongulu déjà était entrepreneur dans le sens mécanicien avec des tours et moi-même j'étais un enfant des litiges. J'ai fait la mécanique, j'avais déjà appris à fabriquer, à réparer 2-3 trucs et vous gagnez quelques dollars. Donc j'ai grandi dans ce monde-là. Donc, en tant qui est Dadi Saleh, c'est un garçon de Goma, comme je vous ai dit. Pour l'instant, effectivement, j'ai la chance d'avoir non seulement des diplômes de litige et Carissim certificat, mais j'ai des licences. J'ai 3 masters et j'ai des doctorats PhD avec un doctorat honoris causas. Et je suis en train de finir effectivement des doctorats en management entrepreneurial à incubateur des affaires. Voilà pourquoi je suis très à l'aise avec cette thématique et que effectivement j'ai la chance d'enseigner dans plusieurs universités les cours d'entrepreneuriat. Et voilà, je pense que c'est ça Dadi Saleh. Je suis marié à Marlisi Sangoy, père de 5 enfants. Et je suis chrétien, mais je suis un panafricaniste par-dessus tout. Parce que je respecte les musulmans, je respecte effectivement toutes les religions et toutes les croyances. Je respecte mes ancêtres comme vous ne pouvez même pas imaginer. Parce qu'effectivement, sans comprendre l'histoire de son village, de ses ancêtres, à vrai dire, on navigue un peu dans les vides. Je crois en Jésus-Christ, comme aussi vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'il n'y a pas de contradiction. Voilà, c'est déjà un point de vue sur le professeur Dr Dadi Saleh. Nous nous penchons maintenant sur le sujet, le thématique d'aujourd'hui, qui est celui de l'entrepreneuriat. Et nous aimerions un peu savoir quel est votre avis sur l'entrepreneuriat au niveau de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes comme tout le monde, vous pensez que l'entrepreneuriat peut développer la RDC à 79%?
Non, je ne dis pas à 79%, je dis à 100%. À 100%. Oui, à 100% parce que effectivement, dans la définition générale de l'entrepreneuriat, dans la compréhension plutôt, on comprend que c'est le moteur majeur du développement économique, social, politique, culturel. C'est-à-dire, entreprendre, c'est de sortir effectivement d'un point A vers un point B pour atteindre un résultat en utilisant toutes les ressources que vous avez et produire. Comme je l'ai dit, ça peut être l'argent, ça peut être les services, ça peut être le social et même de l'entrepreneuriat politique. D'ailleurs, pour l'instant, je suis plus un entrepreneur politique qu'un entrepreneur businessman lucratif. Au fond, la terminologie entrepreneuriat, entreprendre, devait être comprise dans sa façon d'abord globale et puis nous retournons. On s'est dit, la main qui donne, c'est la main qui est au-dessus. Or, pour donner, il faut produire, il faut avoir. C'est là où nous comprenons que les Américains, avec l'industrialisation, plus la Grande-Bretagne, etc., copiée par les Américains, les Européens, on comprend que ces terres, de l'industrialisation a fait en sorte que nous deviennons un peu des pays un peu arriérés. Des pays arriérés parce qu'effectivement, nous ne produisons pas en masse. Or, ne produisant pas en masse, nous sommes des esclaves. Ça va du néocolonialisme parce qu'on ne produit pas assez. Ce qui fait que, s'il vous plaît, vous voulez bien vivre, si la République démocratique du Congo doit se retrouver, c'est à 100% que l'entrepreneuriat doit être le moteur majeur de la vie économique, sociale, politique, culturelle de la République démocratique du Congo. Voilà. Et que pouvons-nous maintenant retenir de l'entrepreneuriat dès les années de l'indépendance jusqu'aux années 1900, qu'est-ce qui s'est passé en entrepreneuriat? Parce que si on peut bien observer, chez nous en RDC actuellement, nous avons des entreprises multinationales qui ne sont qu'étrangères. Et on se pose la question de savoir, est-ce que les Congolais ne sont pas assez intelligents pour entreprendre eux-mêmes et avoir des entreprises si grandes que les multinationales des étrangers? Mais non, que pouvons-nous retenir des années 1900 pour l'entrepreneuriat en RDC? Tout à fait. Pour retenir l'entrepreneuriat après les années 1960, il faut retenir l'entrepreneuriat longtemps avant les années 1960, avant la colonisation, avant l'apartheid, avant l'esclavagisme, etc. Parce qu'il faut dire que le peuple congolais, c'était un peuple très travailleur. Le peuple, entre guillemets, bantou, bien de l'Afrique. Nous étions un peuple très travailleur. Nous avons toujours été capables de faire la cueillette, de faire la chasse, d'entreprendre et de vivre. Mais c'est plutôt, il y a eu une destruction entrepreneuriale avec les événements, comme je viens de le dire. Donc la colonisation ne nous a pas favorisés parce que les Blancs avaient comme mission essayer de démontrer à l'homme noir et congolais que il est inférieur et qu'il ne peut pas avoir de grandes entreprises. Ce qui est tout à fait normal pour les Blancs. Les Blancs avec la politique, par exemple, de la main coupée, ça va, caoutchouc, c'est-à-dire effectivement que dès que l'initiative venait d'un Congolais, qu'est-ce qu'on doit faire et mieux faire, il était directement réduit en esclave. Tu ne peux même plus réfléchir. La colonisation, vous avez compris, l'esclavagisme, c'était plus la déportation. On amène toute la main-d'œuvre capable congolaise. Imaginez à Goma seulement, si on amenait toutes ces jeunes filles, garçons et les vieux, tous ceux qui sont valides, on les sort de Goma. Que deviendrait l'économie de Goma? Chaotique. Exactement. C'est ce qui s'est passé pendant des siècles. Ce qui fait que ça a réduit notre économie, ça va, en esclavagisme, en esclavage, et qu'on a eu des difficultés de remonter la pente. Donc, les années 1960, ce sont des années révolutionnaires, où exactement il fallait essayer de trouver l'indépendance. Paix à l'âme de Lumumba, à Kimpavita, à Simon Kimbangu, il ne faut jamais oublier, parce qu'il y a des gens qui ont lutté depuis les années 1800. Là, nous parlons de Kimpavita à 1400, quelque chose comme ça, et Simon Kimbangu un peu avant. Donc, la lutte était là pour qu'on s'en sorte. Donc, les années 60, ce sont des années un peu critiques, où nous semblons prendre un peu conscience, et qu'il faut maintenant avoir l'indépendance. On remercie tous les gens, tous les amis, les héros qui sont morts et qui se sont battus pour ça. Mais malheureusement, vous avez compris que les néocolonialistes a dit ceci, ils voulaient qu'après l'indépendance soit égal à avant l'indépendance. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la période néocolonialiste. Donc nous sommes encore dans la colonisation, surtout économique. Comme vous avez bien compris, toute l'économie de la RDC est extravertie. Vous avez déjà cité, sur 100% des grandes entreprises multinationales, on n'en a même pas 10%.
des Congolais, c'est pour des étrangers. Alors si ce sont des supermarchés, c'est pour des étrangers. Si ce sont des banques, ça va. À vrai dire, on n'a même pas 5% des banques qui soient des banques congolaises. Paix à l'âme des Dokolo, parce que parmi nos premiers milliardaires dans l'essence des finances, en créant des banques, ça va. Maintenant là, on n'en a même pas. C'est-à-dire que notre système financier est totalement extraverti. C'est-à-dire effectivement que c'est difficile d'avoir des capitaux frais, des millions, pour créer en République démocratique du Congo. Il y en a qui passent par la FPI, etc. Mais on a compris que c'est plus des politiciens, le système est encore à revoir. Donc, les néocolonialistes qui fixent, lui, les prix. Dès lors, aux États-Unis, du diamant, et il fait tout pour que notre agriculture reste arriérée, et pourtant on a plus de 80 millions de terres arables, on devait avoir des industries, des agro-industries, etc. Mais il continue avec les autorités morales qui ne comprennent pas. Beaucoup de leaders qui sont complices, je les appelle des garçons de course, je m'excuse. Parce qu'effectivement, c'est eux qui deviennent des petits millionnaires et des milliardaires. Ils construisent des hôtels, ils vivent un peu dans l'opulence, mais ils le font parce qu'ils ont fait ce que nous avons appelé des contrats léonins. À vrai dire, plus de 90% des grands contrats en République démocratique du Congo, surtout dans les secteurs miniers, sont léonins. Léonins, c'est-à-dire que ça ne bénéficie absolument pas à la République démocratique du Congo. Voilà, messieurs les journalistes, votre question qui semble être facile, qui n'est pas du tout facile, ce qui fait que nous ne sommes pas indépendants jusqu'aujourd'hui financièrement, et notre économie, la production, la distribution et la consommation, tous les trois grands secteurs dépendent effectivement des étrangers. Et malheureusement, on a des leaders en grande partie qui ne semblent pas comprendre cela. Nous restons un peu dans cette boule et ça fait que nous restions dans ce que nous appelons économiquement les cercles vicieux des pauvretés. Cercle vicieux de pauvreté. Or, il fallait couper, ça va, une rupture avec notre philosophie Kujitegemea, Tomilukela, Tuso Sangemo, Situji Kebela. Il fallait rompre, il faut rompre pour avoir un cycle ou bien un cercle vertueux de la richesse. C'est ça qui nous manque. Jusqu'aujourd'hui, notre économie n'est pas contrôlée par la République démocratique du Congo. C'est lui qui dit l'inverse. Je suis désolé, nous sommes encore une fois colonisés dans ça. Au fond, économiquement, non, totalement. On ne fixe même pas les prix du coltan. Même pas les prix de l'or, même pas les prix des produits où nous sommes pratiquement les grands détenteurs. Alors, une des solutions, c'est retourner, parce que je parle scientifiquement, l'émission est claire, c'est Planète des affaires. Les affaires ici, on doit comprendre par exemple que nous devions avoir des politiques néo-mercantilistes. Parce que je suis ici comme scientifique, c'est pas comme politicien. J'espère que ça marche. Ça va. Et c'est ça l'émission. Totalement entrepreneuriat. Ça va. Donc, on doit arriver à des politiques néo-mercantilistes. C'est un peu des politiques qui nous renvoient à avoir un système industriel complet. C'est quoi les systèmes industriels complets? Les systèmes industriels complets, c'est des systèmes qui nous permettent, avec les ressources que nous avons, heureusement nous en avons assez, de créer de la valeur ajoutée, de créer l'échelle, c'est-à-dire des grandes industries qui dépendent en grande partie de nous-mêmes et qui nous permettent, ça va, de compléter un peu notre pyramide de Maslow, où nous remplissons déjà le besoin de première nécessité. Manger, nourrir, manger, se vêtir, etc. Toutes ces petites histoires-là, nous sommes directement capables de les couvrir et nous commençons maintenant à parler des étrangers. Tant que nos industries, surtout dans les sens stratégiques, resteront dans les mains des étrangers, je ne comprends pas pour quelle raison ces autorités morales-là ne comprennent pas que c'est une politique, c'est une bêtise au fond. Une bêtise économique. C'est aberrant. Nous nous enseignons cela partout et nous attendons, s'il vous plaît, dans le monde des affaires, les gens pensent que c'est juste aller importer des cacahuètes ou bien des pavés, des je ne sais quoi, ça va, et s'acheter aussi 2-3 maisons, et être, c'est ce qu'on appelle un peu des nouveaux riches, avoir quelques millions de dollars, mais on a à peine des milliardaires. De quelle voiture nous parlons? Mais nous parlons seulement des voitures de second-hand. Moi, je viens avec quelle voiture? Second-hand. C'est quand la dernière fois que j'ai acheté une voiture neuve, avec quel moyen? Une voiture neuve, combien de gens en achètent à part les ONG? Les voitures neuves, 0 km. Non, il n'y a pas de riches ici. On a tout un monde de pauvres, mais quand vous avez un petit million, vous pensez déjà que vous êtes riche. Et pourtant, la richesse dépend plutôt du potentiel d'utilisation de vos ressources. La richesse ne dépend pas des dollars ou bien des francs que vous avez.
Si vous utilisez très bien les potentiels que vous avez, alors là, nous pouvons vous appeler riche. Or, nous avons le potentiel de créer beaucoup de milliardaires et de millionnaires. Planète des affaires, il faut faire les affaires parfois en grand. Ceux qui pensent que faire les affaires, c'est être des courtiers, ça va, des grandes entreprises, des multinationales, je suis désolé, ça ce sont de petites affaires. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces jeunes qui nous écoutent à pareil moment? Parce que ils savent que l'entrepreneuriat peut développer la RDC. Mais vous dites qu'il faut faire les choses à grande échelle. Alors que pour arriver à grande échelle, il faut d'abord commencer quelque part. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est là où nous parlons un peu de politique macro, ça va, économique, et des politiques microéconomiques. Oui. Vous prenez par exemple Matata Mponyo, il avait un peu pêché, c'était bien. Un peu les agrégats macroéconomiques étaient maîtrisés, les grandes infrastructures, la monnaie, stabilité, etc. Tout le reste, c'était très bien. Oui. Ça va. Mais sans politique microéconomique où la République démocratique du Congo, jusque là où nous parlons, s'il vous plaît, je suis à la télévision. Oui. Et c'est une émission sérieuse. Ça va. Nous n'avons pas une politique microéconomique. Quelle est notre politique microéconomique en République démocratique du Congo? Bon, actuellement, qui connaît ça? Actuellement, on peut dire qu'on fait face à un gouvernement qui donne des subventions aux jeunes entrepreneurs. Je vous dis en termes de pourcentage parce que je suis dans les programmes COPA. Si vous voulez parler, je suis coach dans les programmes COPA. Okay. Ça va, c'est 0,01 peut-être % des jeunes qui sont servis, ce qui est une bonne chose. On ne dit pas que rien n'est fait, mais je suis enseignant. Ça va. Oui. À Litige, quand vous aviez moins de 30-40%, vous étiez chassé à la première période. Donc, vous voulez vanter les 2%, bien 10%. C'est déjà, un début. Oui, la question c'est que ça fait un début depuis 1960. Non, la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas avoir des débuts toutes les fois que nous aurons un gouvernement, un nouveau, etc. Non, là, il y a continuité dans l'administration. Il y a continuité dans les affaires. Ça ne doit pas dépendre d'un... Il n'y a pas de début. Nous ne sommes pas au début. Là, nous sommes dans un trou, dans un chaos. Parce que si les débuts devaient être en 1960, très chers journalistes, alors posez-vous des questions. Quand est-ce que nous allons décoller? Les débuts, c'est quand? C'est aujourd'hui? C'est hier? C'était en 1980 avec l'objectif 80 de Mobutu? Oui. Est-ce que c'était en 1990? C'était en 1997 avec les 5 chantiers? C'est avec les 100 jours? C'est quoi les débuts en fin de compte? Non! On est dans un grand trou où il nous faut révolutionner. Les gens qui veulent un peu se donner un cœur, comment on appelle ça? Un bon cœur, hein? Oui, il y a un bon français là, moi je n'ai pas fait trop le français. On veut avoir la conscience tranquille. Non! On a mal travaillé, on a un très mauvais leadership où on est dans un grand trou, ça va? Toutes nos matières premières sont en train d'être spoliées. Toute notre économie, en grande partie, est en train d'être spoliée et vous dites on est au début. Les autres ont commencé. Est-ce que vous savez que l'Arabie Saoudite, Ghana, etc., il y a des pays, l'Afrique du Sud, qui n'étaient même pas à la moitié de la République démocratique du Congo il y a 30 ans. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont tellement loin et vous dites qu'on est au début. Non, non, on ne peut pas rester des enfants éternellement. C'est ça que vous appelez début. Non. On est des grandes personnes, mais malheureusement, avec un leadership faible qui ne comprend pas certaines notions ou ne les applique pas, c'est ce qui fait en sorte que nous sommes dans un trou. On n'est pas au début. Voilà, comme on n'est pas au début, et pour sortir du trou, alors quel message donnez-vous premièrement aux jeunes qui nous suivent actuellement et deuxièmement à notre gouvernement, aux personnes qui nous dirigent politiquement? Alors je demanderai aux jeunes, parce que je sais que par exemple à Goma, il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent, des courageux. C'est la raison pour laquelle Goma, c'est une des meilleures villes en République démocratique du Congo. Je peux vous l'assurer. Je vous encourage parce que nous faisons la fierté de toute une république. Ça, personne ne peut dire l'inverse. Donc, je vous encourage. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le potentiel de Goma, entouré par exemple par Walikale, entouré par exemple par Ruchuru, Grenier, Massissi, élevage, de l'autre côté Lubero. Donc, Goma, théoriquement, c'est une ville où nous devions avoir une classe moyenne de millionnaires. Des millionnaires. Et quelques milliardaires. Oui, bien sûr. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il ne faut pas se contenter de 2-3 petits villas et vous dites que vous êtes extraordinaire. Donc, je pense effectivement que les jeunes de Goma, je vous demande, ça va, que nous puissions travailler, parce que ça ne dépend pas de nous à 100%. On doit travailler sur nos politiques macroéconomiques, vous me suivez? Parce que tout simplement, nous avons le courage. Vous travaillez très dur. On sait qu'il y a une taxation qui ne marche pas. Où sont ces députés-là qui se sont battus pour qu'effectivement la taxation soit correcte, pour favoriser par exemple l'implantation des entreprises des jeunes? On en parle, mais ce n'est pas appliqué. Où sont les entrepreneurs, plutôt les députés? Écoutez, parce que là nous sommes dans l'aspect macro. On ne peut pas devenir grand si nous laissons le marché de Goma, ça va être envahi
par tous les entrepreneurs du Rwanda, du Kenya, de l'Afrique du Sud, d'un peu partout, comme ça, des Chinois, qui viennent faire ce que la loi interdit. Parce que là, moi, je ne suis pas raciste, non. Je suis un panafricaniste, mais la loi doit quand même être respectée. C'est-à-dire qu'il y a des marchés, ça va, dans le petit commerce, c'est exclusivement les Congolais. Mais là, nous voyons des tomates qui viennent de partout, qui sont vendues, tout le monde le sait. On a maintenant des maçons, n'est-ce pas? Des maçons qui viennent de partout, du Rwanda, mais qui travaillent tranquillement en République démocratique. Exactement. C'est-à-dire, effectivement, nous avons un leadership faible qui ne favorise pas. On a par exemple la sous-traitance, qui commence quand même à s'arranger, pour ceux qui ne le savent pas. Plus de 100 entreprises dans la sous-traitance qui étaient des étrangers ont été bannies dans la liste des sous-traitants au Congo. Là, c'est à Kinshasa. Okay. Nous espérons maintenant que ça va se faire aussi ici à Goma pour que la sous-traitance, comme c'est dit par la loi, ça va, que ça soit les Congolais qui prennent la sous-traitance. Quelle que soit l'expertise, qui prennent la sous-traitance, on peut même engager les étrangers, mais les entreprises doivent être majoritaires des Congolais et pas de bricolage dans ces cadres-là. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut que les jeunes, la FEC, toutes les congrégations, ça va, les associations des entrepreneurs puissent se dire, s'intéresser aux aspects macroéconomiques. La loi, les superstructures, etc. Parce que c'est là où nous allons nous retrouver. Dans mon cours d'entrepreneuriat que je donne, entrepreneuriat pragmatique, partout où on m'appelle, j'ai ajouté un chapitre où je parle effectivement du dogmatisme du politique et du pragmatisme de l'entrepreneur. Je répète, du dogmatisme du politique, du politicien et pragmatisme de l'entrepreneur. Vouloir ou pas, tous veulent le développement de la communauté. Ils doivent collaborer. Et il y a une des solutions qui ne semble pas être comprise par le pouvoir en général, ce sont les élus locaux. Donc les gens qui soient tout près vraiment de la population. De nos moments-là, qui sont à plus de 83% vivant en deçà du seuil de pauvreté. Et qui malheureusement, c'est eux qui nourrissent en termes numéraires, ou bien numériques, ou bien en termes du nombre. Ça va, c'est eux les plus grands entrepreneurs. Bien sûr. Ce ne sont pas les gens qui ont des grandes entreprises. Les plus grands entrepreneurs, en termes de nombre, c'est les 83%. Mais cet entrepreneuriat n'est pas soutenu en grande partie, vous comprenez? Effectivement, elle n'est pas soutenue par des politiques microéconomiques pour maintenant arriver à satisfaire le ménage, les petites entreprises pour qu'ils puissent s'installer. On a des histoires de guichets uniques. Il y a beaucoup de choses à encourager. Mais néanmoins, on sent qu'il faut qu'on soit encore plus créatif. Et c'est là où nous intervenons et proposons beaucoup de pistes et de solutions pour que nous puissions créer, pas dans des paroles. Ça, vous voyez par exemple les AVEC. Okay. Les AVEC existent. Vous voyez par exemple les Rikirimba. Des papas et des mamans qui sont en train de m'écouter. Mais ces AVEC-là, il faut seulement une loi. Il faut seulement mettre ça dans le budget. Et il y a quelques millions de dollars, ça va, pourquoi pas $1 milliard qui est affecté pour que ça soit transformé dans des coopératives, vous comprenez, dans des associations un peu plus élaborées pour faire l'argent. Donc une maman qui reçoit, par exemple, 10, 5, 50, $100, en termes d'AVEC, mais avec le soutien de l'État. Et c'est notre argent, s'il vous plaît, chère maman. Ça s'appelle l'entrepreneuriat. Oui. Il ne faut pas que nous pensions que cet argent-là, c'est pour les gouverneurs, pour les députés, qui ont des $21 000 ou bien pour les présidents. Non, c'est pas pour les présidents. Ça s'appelle distribution. Ça va? Distribution de la richesse de la République démocratique du Congo. Jusque-là, certaines personnes se redistribuent et qu'on ne touche pas la couche la moins défavorisée. À ce moment-là, on crée l'emploi. Quelqu'un qui a la capacité, il peut avoir 1 000, 10 000, 20 000 $ très facilement avec ces programmes-là. Nous espérons que nous allons être capables de nous battre pour que ça puisse passer. Voilà, nous vous remercions, monsieur Dadi Saleh, pour cet exposé qui nous a beaucoup édifié, parce que nous avons parlé entrepreneuriat et les jeunes qui ont suivi, les mamans, les papas qui ont suivi l'émission Planète des Affaires aujourd'hui, ont beaucoup plus compris sur la pratique de l'entrepreneuriat, comment ils doivent s'y prendre, surtout nos autorités qui ont aussi compris qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aider les entrepreneurs locaux qui entreprennent déjà, mais qui n'ont pas assez de soutien de leur part pour progresser. Voilà, je t'ai Merdi Bitibou qui vous a présenté cette émission. Nous remercions le professeur Dr Dadi Saleh qui nous a édifié aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir, Planète des Affaires. Nous vous disons au mardi prochain, au prochain numéro.